Merci beaucoup, professeur Toulgui, c'est très gentil. Donc, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet, je pense, qui est très très important, que ce soit dans la prise en charge de la douleur ou de façon générale dans les pathologies musculo-squelettiques, en esthétique, en chirurgie plastique et chirurgie orthopédique. Donc, c'est un sujet très, très, très important qui est le plasma riche en plaquettes. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt avec le produit ou les firmes. Donc, on va parler tout au long de cette petite conférence de la définition du plasma riche en plaquettes. C'est quoi? Quelle technique? On va voir qu'il y a plusieurs, une panoplie très importante. Quel intérêt finalement y a-t-il réellement l'intérêt? Le mode d'action potentiel, probable. L'activité, ou l'activer ou non, parce qu'il y a le plasma activé et non. Est-ce qu'il y a un choix à faire ou ça n'a pas beaucoup d'importance? Quelle pathologie douloureuse, puisqu'on est dans un congrès de douleur, donc on va axer surtout sur ce qui est douloureux. Et puis, est-ce qu'il y a des perspectives par rapport à ça? Alors, le plasma riche en plaquettes, tout simplement, c'est un concentré de plaquettes autologues pris auprès du patient lui-même et obtenu à partir d'une centrifugation. D'accord? Donc, on va prendre du sang, une quantité bien déterminée. On va passer à la centrifugeuse. On va faire une centrifugation avec une vitesse qui est variable. Elle dépend des kits, elle dépend des objectifs, et on va le voir. Puis, on va arriver à isoler, séparer les globules rouges du plasma riche en plaquettes. Et on va prendre ce plasma riche en plaquettes pour l'injecter au niveau de la zone douloureuse. Alors, l'activation, il y a beaucoup de kits qui comportent un activateur qui va provoquer la dégranulation des plaquettes et la polymérisation de la fibrine. Il faut savoir que le plasma ou les plaquettes eux-mêmes vont être activés de façon naturelle par l'interleukine 1 quand on va mettre le produit sans activateur exogène, mais il y a des kits qui comportent un activateur déjà avec le kit. Alors, ici il y a une illustration qui montre la concentration à gauche de plaquettes en bleu au niveau d'un échantillon de plasma riche en plaquettes. Et si on va prendre à droite, on a un exemple de plaquettes avec des granules denses, des granules alpha et de lysosome qu'on connaît bien et qui vont libérer ou vont contenir des facteurs de croissance. Finalement, on cherche les facteurs de croissance. Par exemple, le facteur de croissance dérivé des plaquettes, le PDGF ou le facteur de croissance transformant, le TGF-bêta et d'autres également. Je cite la sérotonine qui a un rôle très très important dans l'activation et puis tout ce qui est fibrine et calcium et épinéphrine. Donc, on voit bien que l'échantillon de plasma riche en plaquettes contient beaucoup de facteurs de croissance qui vont avoir ou jouer un rôle très important dans le traitement des lésions et en conséquence dans la réduction de la douleur. Alors, il y a finalement différents types de plasma riche en plaquettes qui ont des propriétés variables et qui dépendent également des techniques de préparation. Il y a grosso modo 4 types. Le premier, c'est le PPRP, ou le plus commun. Le plus commun qu'on utilise le plus souvent. Et c'est un plasma riche en plaquettes, pauvre en leucocytes. Puis il y a le LPRP, c'est un plasma riche en plaquettes et riche en leucocytes. On peut dire que c'est le deuxième produit qui est utilisé après le PPRP. Puis il y a les deux autres types qui sont le PPRF et le LPRF. Bon, il est vraiment, c'est un petit peu au point, il n'est pas très communément utilisé. Alors, la différence, c'est
la teneur en fébrine et la teneur en leucocytes. On voit bien que, par exemple, le PPRP, il a la moindre teneur en leucocytes et en fébrine, et puis le LPRP, elle a plus de teneur en leucocytes. Alors, le LPRP et le PPRP sont présents sous forme de liquide ou de gel activé, alors que les deux autres ont sous forme de gel. Donc, l'objectif, c'est pas ici l'injection, c'est de mettre au niveau d'une zone bien précisément lésée. Alors, les gels, ça est utilisé dans des technologies assez avancées, dans les échafaudages d'ingénierie tissulaire, notamment au niveau du système nerveux périphérique, pour essayer de faire le lien entre les bouts du nerf lésés, pour essayer de, entre guillemets, conduire ou guider la régénérescence nerveuse et la cicatrisation du système nerveux périphérique. Le PRP, comme je l'ai dit, elle n'a pas beaucoup d'effets indésirables et c'est largement utilisé. Je pense que les gens qui font du PRP, ils font surtout du PRP, notamment dans le muscle squelettique. Sinon, les techniques de centrifugation, je pense que les deux kits que nous avons l'expérience de voir, ils font une seule centrifugation. Par contre, généralement, dans la littérature, c'est deux étapes de centrifugation. Une première étape qui va donner un petit peu, il va isoler une grande quantité des cellules sanguines rouges, donc les globules rouges en rouge. Et puis, ce produit-là restant en jaune, il va être repris une deuxième fois pour une deuxième centrifugation pour essayer de raffiner. Après, ce qui va différer, il y a le nombre de tours et le temps. Si on va prolonger le temps et augmenter le nombre de tours, on va avoir tout ce qui est LPRP. Si on va diminuer la fréquence au nombre de tours et la durée, on va avoir le PRP classique. Donc c'est une question, tout reste dépendant de la technique elle-même. Donc il faut bien vérifier avec les gens qui ont le kit quel nombre de tours, quelle durée et quel PRP il donne. C'est ça la question. Et je pense, même sur le plan pratique, je ne sais pas si vous avez dans la pratique des réponses, mais quand j'ai posé pas mal de fois des questions aux gens qui ont ces kits, et ils n'ont pas de réponse. Jusqu'à maintenant, j'espère qu'ils l'auront. Et au moins sur la concentration de plaquettes. Et ils n'ont pas d'idée, le kit, comment ça donne. Parce qu'on sait bien qu'il faut au moins 2,5 fois la concentration normale de plaquettes. Ils ne savent pas. Donc, est-ce qu'on est en train d'injecter vraiment du plasma riche en plaquettes ou je ne sais pas. Donc, c'est embarrassant, scientifiquement parlant, et même, je pense, éthiquement. Il y a une autre technique qui est très utilisée dans la littérature anglophone, la technique de Landesberg. Et également, elle est composée de deux centrifugations. Et là, on a une petite illustration de la partie tout en bas, elle est grossie. Et cette partie-là en sédimentation, c'est elle qui contient le plus de plaquettes et c'est elle qu'il faut injecter. C'est-à-dire, quand on va prendre à ce niveau-là, on va essayer d'aspirer, de retirer cette zone-là qui contient le plus de plaquettes, le plus de facteurs de croissance. Et ça, c'est fondamental et il faut savoir un petit peu le faire. Alors, donc, finalement, les méthodes de préparation sont diverses. Les techniques communes, c'est la centrifugation, l'extraction de la couche leucocytaire qui nous intéresse et l'utilisation des kits commerciaux qui doivent être validés. Donc, malgré la familiarisation du processus qui est très utilisé, notamment en esthétique, il y a une grande variation de volume de prélèvement sanguin. Les conditions de centrifugation, les méthodes de stockage, tout ça c'est très variable. Et du coup, l'impact sur la qualité et l'efficacité, il va être très variable. Et celui-là, on va le trouver dans la littérature. Quand on va chercher, on va parfois trouver des résultats discordants. Pour la même pathologie, on a des effets bénéfiques dans une étude, alors qu'on n'a pas d'effet bénéfique dans l'autre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est le contrôle strict de chaque étape du processus.
de préparation et la nécessité de garantir l'obtention d'un plasma riche en plaquettes de très bonne qualité. Alors, les techniques dépendent des chercheurs, dépendent des institutions. La concentration plaquettaire est très variable et notamment la teneur en facteur de croissance et en substances bioactives. Donc l'effet qu'on va attendre, il va être très variable, ça il faut bien le garder en tête. Actuellement, il y a quand même un manque sur l'analyse complète qui empêche une comparaison approfondie entre un petit peu les kits et les études. Et du coup, il est très important de comprendre l'impact de ces différences sur les facteurs de croissance, sur les substances bioactives donc de croissance, et par la suite sur le résultat du traitement qui reste divergent. Et on risque de se perdre un petit peu dans la littérature. Si on va retenir quelque chose de la technique, on peut dire, il y a plusieurs experts disent que toute méthode de préparation qui correspond à la définition du plasma riche en plaquettes et qui démontre des avantages thérapeutiques doit être considérée comme valide. Donc, notamment dans notre pays, peut-être même si on n'a pas d'idée sur la concentration réelle, etc., si dans notre pratique, on a une efficacité, et on sait que le kit, au moins, il nous fournit du plasma riche en plaquettes. Donc, on peut l'utiliser jusqu'à avoir une confirmation, entre guillemets, expérimentale, scientifique, solide. Alors, la perfection dans la conservation de tous les éléments thérapeutiques actifs est très difficile. Donc, il ne faut pas trop se casser la tête. C'est très difficile techniquement. Et la priorité est donnée à l'efficacité plutôt qu'au choix de la méthode. Alors, l'intérêt du PRP, les études in vitro et in vivo donnent des résultats qui paraissent être prometteurs dans la cicatrisation des tissus et leur régénération. Dans les pathologies musculo-squelettiques, notamment les tendinopathies, les épicondylites latérales, tendinopathie rotulienne, etc. Alors, le plasma riche en plaquettes améliore la réparation tissulaire au niveau de la phase inflammatoire, au niveau de la prolifération et le remodelage des cicatrices. Ça stimule la prolifération cellulaire, l'angiogénèse et la migration des cellules pour initier la régénération tissulaire pour accélérer ce processus. La concentration élevée de facteurs de croissance et de cytokines qui comporte donc tous les facteurs de croissance que je viens de citer au début, et la libération de ces facteurs de croissance et des cytokines va contrôler ou participer à la contrôle de la réaction, au contrôle de la réaction inflammatoire, et ça peut expliquer l'effet, en plus de l'effet de régénération, l'effet antalgique. Et puis, ça stimule tout ce qui est angiogénèse et la production de matrices extracellulaires et le système de collagène. Alors, le PRP supprime d'abord l'inflammation, qui stimule une réponse de cicatrisation tardive. Il paraît qu'au bout de 72 heures, suivant l'exposition, le PRP va inhiber la prolifération des macrophages et la production d'interleukine 1, et ça va donner une suppression initiale avec une augmentation de la libération de l'interleukine 1 le 7e jour, stimulant ainsi une réponse de cicatrisation tardive. Le PRP donc comporte des facteurs bioactifs très divers, sérotonine, histamine, etc., qui sont des facteurs de non-croissance, qui jouent un rôle crucial dans les mécanismes biologiques de la cicatrisation des plaies et dans le potentiel de régénérescence des tissus phénotypiquement plus proche de la structure tendineuse et musculaire normale, c'est-à-dire on va obtenir un tissu qui se rapproche le plus de la structure normale du sujet en question. Alors, rapidement, un résumé de ce que peuvent faire ces facteurs de croissance et ces biosubstances, notamment la sérotonine, sur le système immunitaire, sur le potentiel de cicatrisation, sur le système vasculaire. Alors, PRP activé versus non activé. Alors, peut-on justifier l'utilisation d'un kit PRP
activé ou non activé, en sachant que le prix il va différer énormément. Dans la technique, la composition et la concentration plaquette et la qualité n'ont pas été vérifiées. Là, je pense, la question est absolument pas, parce qu'on n'a pas de fondement scientifique, on ne va pas infliger aux patients beaucoup d'argent pour une chose qui n'est pas sûre scientifiquement. Et du coup, on reste dans la définition du PRP qui est efficace. On l'utilise jusqu'à avoir des preuves scientifiques. Alors, la quantité de facteurs de croissance dans le PRP, résultat discordant, est-ce que l'activé ou le non activé, il n'y a pas de différence significative. Ça encore joue dans le sens de on peut rester avec le PRP standard. Également, ces résultats vont un petit peu dépendre de variabilité interpatient, différents degrés de concentration des plaquettes, différents degrés de rupture de la membrane plaquettaire, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont agir sur le potentiel guérisseur un petit peu du plasma riche en plaquettes. Alors, l'effet clinique, il paraît que le PRP activé de manière exogène est cliniquement plus efficace que le PRP non activé dans la gonarthrose. D'accord ? La méthode d'activation la plus commune, c'est l'utilisation du chlorure de calcium. Alors, quel activateur? Oui, a priori, il n'y a pas de différence entre le chlorure de calcium, la thrombine et la combinaison thrombine chlorure de calcium. Les trois combinaisons, si on peut dire, sont plus supérieures au collagène type A. Il est présent de façon naturelle. C'est un stimulateur endogène, si on peut dire. Alors, dans la gonarthrose, les pathologies qui peuvent en bénéficier, la gonarthrose, c'est la pathologie la plus communément étudiée, c'est là où le PRP a démontré son efficacité par rapport à l'acide hyaluronique, et le PPRP serait encore meilleur que le LPRP. Donc, ça ne sert à rien d'aller augmenter la fréquence de centrifugation et la durée. Donc, on a théoriquement un bon effet sur ce plan-là. Et puis, l'association PRP et acide hyaluronique serait supérieure au PRP seul. Donc, l'intérêt d'injecter les deux, c'est bien, c'est encouragé. Il a, a priori, des résultats supérieurs. 3 doses de PRP par rapport à une seule dose également. 2 semaines d'intervalle, on peut faire ça, 2-3 doses de PRP, 2 semaines d'intervalle. Ça, apparaît-il, ça donne encore mieux de résultats. Alors, l'arthrose de la cheville, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'évidence. PRP égale placebo, 3 mois de recul. Donc, pour l'arthrose de la cheville, il n'y a pas beaucoup de choses. Pour l'arthrose de hanche, seul le PRP par rapport au baseline, ça donne une amélioration significative, mais ça reste comparable aux autres molécules. L'aponévrosite plantaire, le PRP serait supérieur aux ondes de choc extracorporelles et supérieur aux injections de corticoïdes et au placebo. Donc là, c'est intéressant de réaliser. Donc je souligne qu'il ça doit être fait sous contrôle échographique pour mettre le produit à côté de la lésion de l'aponévrose. On ne peut pas le mettre à l'aveugle n'importe où. Et puis, pour tout ce qui est tendinopathie, épicondylite, coiffe du rotateur, malgré que si on va prendre des RCT, des travaux randomisés, on va trouver beaucoup de résultats positifs, mais malheureusement, je me suis appuyé que sur les méta-analyses, il n'y a pas beaucoup d'évidence, il n'y a presque pas d'évidence sur l'apport du PRP dans la coiffe du rotateur et les épicondylites, donc ça reste un petit peu un point à discuter. Et également, dans la rupture, la réparation arthroscopique seule ou avec PRP, gel de PRP, est-ce que c'est bénéfique? Kiff, les méta-analyses ne montrent pas, les plus récentes ne montrent pas de bénéfices. Ça reste débattable. Dans la capsule rétractile, il paraît
que le PRP donne un meilleur résultat sur la douleur et la fonction par rapport aux autres traitements non chirurgicaux. Nous, on a fait dans notre service une petite méta-analyse concernant le PRP par rapport à l'injection de corticoïdes et on a trouvé une supériorité à 3 et à 6 mois. Alors, pour la tendinopathie d'Achille, par rapport au placebo, donc si on sort de la gonarthrose, on est toujours avec des résultats relativement discordants. Donc, c'est toujours à maintenir un petit peu, tenir compte de ces choses-là. Par contre, le syndrome de canal carpien, c'est une condition douloureuse très embarrassante. Paraît-il, elle peut bénéficier, voilà, ce syndrome peut bénéficier de PRP éco-guidé qui a un petit peu un effet supérieur au contrôle. Les lésions musculaires, peut-être nos amis médecins de sport seront mécontents. Dans la pratique, on utilise l'injection, on a l'impression que ça améliore la douleur, ça accélère le retour sur terrain, mais il y a encore là, la méta-analyse n'est pas en faveur de ça. Et ce sont des orthopédistes de sport et des médecins de sport qui ont fait ça, et malheureusement, ça n'a pas d'effet positif sur le retour sur terrain et la force notamment musculaire au niveau de gastrocnémien par exemple. Donc la kif, on reste un petit peu sceptique sur le plan scientifique et non pas pratique, je pense. Alors, quelle perspective? Le PRP paraît avoir un bon effet sur la fermeture des brèches durales. Ça a été testé en post-opératoire par certains neurochirurgiens. Dans le comblement des défects osseux, certains orthopédistes l'ont utilisé et les résultats sont prometteurs. Traitement de la gonarthrose à un stade précoce. Et là, c'est une technique assez poussée en Espagne qui se fait avec une injection dans l'os sous-chondral. Dans l'os sous-chondral, sous anesthésie. Ils font ça dans l'os sous-chondral avec une préparation. Et paraît-il, ça donne des résultats excellents, quel que soit, même dans les gonarthroses à un stade très, très évolué. Donc, c'est un champ de recherche très intéressant. Puis, dans les pansements biomimétiques pour les ulcérations et les cicatrices, également en association avec le métacrylate de gélatine, etc., l'acide hyaluronique, ça donne un résultat a priori assez prometteur. Donc, en conclusion, le besoin de standardisation des techniques de préparation est toujours là. Malheureusement, on a toujours besoin de ça, donc il ne faut pas se fier complètement à ce qu'on trouve. Et en pratique clinique, on va prioriser l'efficacité par rapport, entre guillemets, aux caractéristiques qu'on peut ne pas avoir dans la pratique. Le plasma constitue donc un moyen thérapeutique très prometteur et nécessite beaucoup de recherches ultérieures. Alors, PRP seul, non, parce que même dans les tendinopathies, notamment chez les sportifs, parce que c'est très utilisé, ils vous disent, les experts, que le PRP a donné confiance aux sportifs qui a adhéré mieux à la rééducation. Et du coup, est-ce que l'effet est que de la molécule, mais également l'adhésion à la rééducation. Et du coup, c'est bien. Donc, on aura les deux effets peut-être biologiques et en plus effet de l'adhésion. Donc, seul, non. Il faut vraiment tout ce qui est traitement associé, notamment la rééducation fonctionnelle. On a besoin d'études de haute qualité ultérieures. Et il y a beaucoup de perspectives dans ce sens-là. Il paraît que c'est très efficace pour les cheveux. C'est la partie la plus évidente.